Conseil des ministres de ce 12 décembre, le gouvernement adopte 2 plans de prévention, un contre la méningite et l'autre pour faire face au délestage des mois à venir. On annonce un renforcement de 50 MW de la production énergétique en 2019. Vous entendrez les détails du porte-parole du gouvernement. Décembre 1998, décembre 2018, 20 ans après son assassinat, les assassins de Norbert Zongo courent toujours, mais des organisations de la société civile et des mouvements syndicaux refusent l'oubli. Elles ont organisé une exposition photo qui retrace le drame de Sapuy. Elles demandent que justice soit faite. Et puis, ouverture ce 12 décembre de la 12e session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Ghana. Les experts des 2 pays ont commencé les travaux en commission. Plusieurs secteurs de coopération sont concernés. Les détails tout à l'heure avec Alfred Thioye depuis Accra. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec l'hebdomadaire Conseil des ministres. Ce 12 décembre, 2 sujets majeurs étaient sur la table. La lutte contre la méningite et le palliatif au déficit énergétique. Eh bien, le gouvernement a décidé d'anticiper en adoptant 2 plans de prévention. Comment vont-ils fonctionner? Écoutez plutôt les explications du porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguino. Nous avons adopté un rapport sur la mise en œuvre de mesures d'urgence en ce qui concerne la fourniture et la gestion de la période chaude qui va arriver donc à partir du mois de mars 2019. L'une des solutions proposées par le ministre de l'Énergie et qui a été acceptée par le Conseil, c'est que suite à un appel d'offres international restreint, une entreprise a été choisie. Il s'agit de la société Agreco qui va donc installer une centrale temporaire qui va injecter donc 50 MW au niveau donc de Ouagadougou. Il y a que effectivement nous avons les interconnexions avec le Ghana qui doivent se développer et avec la Côte d'Ivoire. Mais vous savez que pour différentes régions, il peut y avoir donc des ralentissements sur ces lignes-là. Et nous ne voulons pas connaître donc les situations que nous avons connues les autres années sur ces points-là. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un rapport relatif à un plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite en 2019. Vous savez que l'installation de l'harmattan est synonyme donc d'épidémie de méningite très souvent dans notre pays. Et donc l'objectif de ce plan-là est de renforcer la surveillance épidémiologique. C'est également d'améliorer la disponibilité des médicaments et des vaccins. Et un troisième point, c'est de la mise en œuvre de campagnes de vaccination réactive contre la méningite. C'est un budget de plus de 2,78 milliards de francs CFA qui sont destinés à ce plan donc de préparation, de riposte à une éventuelle campagne, à une éventuelle épidémie de la méningite. Avec notamment au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil donc a adopté le rapport relatif à un appel d'offres international pour la construction de 2 lycées scientifiques, un à Ouagadougou et un à Bobo-Dioulasso. Le montant total de ces 2 lycées-là est de 5,291 410 806 francs CFA, toutes tâches comprises. Et ces lycées-là doivent être ouverts donc pour la rentrée d'octobre 2019. Vous venez de l'entendre dans le plan de prévention contre le déficit énergétique. Figure bien l'interconnexion entre le Burkina Faso et le Ghana. Eh bien, le sujet est au centre de la 12e commission mixte de coopération entre les 2 pays qui se déroule en ce moment même à Accra, et ce, après 5 ans d'interruption. Alfred Thioye. Le Burkina Faso et le Ghana renouent avec ce qu'il convient d'appeler le cadre de réflexion de la coopération bilatérale. En effet, après Ouagadougou en 2013, c'est au tour d'Accra d'abriter la 12e session de la commission mixte de coopération entre les 2 États. La rupture des travaux de la commission n'a pour autant pas entamé la qualité des relations entre le Burkina Faso et le Ghana, mais 5 années après, les présidents Roch-Marc Christian Kaboré et Nana Akufo-Addo ont convenu de la nécessité de redynamiser les relations à travers la commission mixte. La 12e session de la grande commission mixte Burkina Faso-Ghana se tient suite à la volonté exprimée par les 2 chefs d'État des 2 pays, suite à leurs visites respectives qu'ils ont effectuées au cours de ces 2 dernières années, aussi bien à Ouagadougou qu'à Accra, pour pouvoir donc renforcer la coopération qui est déjà excellente.
entre nos deux pays. Ce 12 décembre s'est donc ouvert à Accra la 12e session de la commission mixte de coopération. Constituée en 3 commissions et encadrée par la cellule juridique, les experts des deux pays vont plancher sur les différents axes de coopération. Parce que sur certains points, la partie ghanéenne a manifesté un grand intérêt. Déjà, on peut noter qu'au niveau de l'énergie, il y a des résultats tout à fait palpables, notamment l'interconnexion qui a été faite récemment entre le Burkina et le Ghana. Et il y a d'autres actions qui seront menées pour renforcer tout cela. Au niveau aussi de la libre circulation, les questions de transit, les questions de commerce et également au niveau sécuritaire, il y a de très bonnes perspectives pour que nous puissions renforcer notre coopération. Je crois que la partie ghanéenne est dans de très bonnes dispositions. Et en tout cas, nous comptons avoir des discussions fécondes. Plusieurs autres axes de coopération sont en discussion. Les travaux sont prévus pour prendre fin le 14 décembre prochain par la signature des documents finaux entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Voilà, justice à présent et le général Gilbert Diendéré qui n'en démord pas dans le procès du putsch manqué de septembre 2015 au 10e jour de sa comparution. Il a encore une fois insisté sur la responsabilité de certains hauts gradés de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Écoutez plutôt les explications de Roméo Koïta avec cette phrase de l'accusé qui ne manquera certainement pas de provoquer des commentaires. Si vous ne voulez pas inquiéter la hiérarchie militaire, alors laissez les petits sortir. Si vous voulez, gardez mon 100 ans à la Maca, mais laissez-les sortir. C'est ce qu'a déclaré le général Gilbert Diendéré ce 12 décembre à la barre, en guise de réponse à une observation du parquet militaire qui a estimé que si certains officiers et sous-officiers sont aujourd'hui inculpés, c'est parce que lui, général Gilbert Diendéré, les a dénoncés. Le général réplique en affirmant que si le parquet persiste à dire qu'il a dénoncé des soldats qui sont à la barre, qu'il accepte également qu'il a dénoncé des hauts gradés de l'armée qui, eux, n'ont jamais été inquiétés. Alors que ces hauts gradés ont soutenu le putsch que certains soldats, assis dans le box des accusés, s'en plaignent l'officier général qui crie d'ailleurs à l'injustice. Sur ce point, le parquet militaire dit qu'il ne peut pas se substituer au juge d'instruction pour inculper qui que ce soit. De même, il rappelle que le général Gilbert Diendéré n'est pas en droit d'imposer au juge des personnes à inculper. Pour l'accusation, en évoquant avec persistance le rôle présumé de la hiérarchie militaire, l'ancien président du CND ne veut tout simplement pas s'assumer dans ce coup de force. En ce qui concerne les faits de meurtres et coups et blessures volontaires également retenus contre le général, le parquet invoque l'article 67 du Code pénal qui stipule que ces infractions sont la conséquence prévisible de l'attentat à la sûreté de l'État. Le général pense que c'est un raccourci du parquet que de lui opposer ces infractions. Parce que non seulement le RSP n'était pas la seule force sur le terrain, mais également les instructeurs du dossier n'ont pas fait d'autopsie sur le corps et d'études balistiques pour déterminer l'origine des balles. Il pense donc que le dossier a été traité avec négligence parce que le parquet avait des coupables tout trouvés. Un argument balayé par le parquet qui dit qu'une expertise judiciaire a bel et bien été menée dans ce sens. Et les examens auraient révélé que ces personnes ont été tuées par arme à feu. De toutes les façons, certaines victimes viendront témoigner et dire qui sont leurs véritables bourreaux, précise le ministère public. Le général Gilbert Diendéré passera de nouveau à la barre le vendredi 14 décembre prochain. Voici un autre procès qui, lui, est toujours attendu, celui de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. C'était un certain décembre 1998. Le drame de Sapuy fait l'objet d'une exposition photo initiée par des organisations syndicales et des organisations de la société civile, comme pour dire 20 ans après, nous n'oublions pas. Madina Sinou. Ces photos affichées sur ce tableau retracent le drame de Sapuy,
intervenu le 13 décembre 1998. De la voiture incendiée à l'inhumation du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons d'infortune, en passant par les différentes mobilisations pour réclamer vérité et justice dans cette affaire, des dizaines de clichés nous replongent dans ce passé douloureux. Lassana Compaoré permet aux visiteurs d'un jour de comprendre l'évolution de la lutte qui dure 20 ans maintenant. En organisant ce vernissage, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et la CCVC souhaitent, disent-ils, faire connaître la vraie histoire du drame de Sapuy à la jeune génération. L'intérêt ultime à exposer ces images peut être qualifié à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de nous adresser à ceux qui ont nourri le malin espoir qu'avec le temps, la lutte pour la conquête de la vérité et de la justice dans le dossier Norbert Zongo allait périr au même titre que ceux qui meurent au fur et à mesure ou qui deviennent impotents pour raison de l'âge, ils doivent se réveiller. Parce qu'au moment où la lutte commençait à 20 ans de là, nous qui sommes au devant de la lutte aujourd'hui, nous étions pratiquement très jeunes. Et donc, si aujourd'hui nous sommes venus remplacer les responsables qui étaient au premier plan, ça veut dire même après nous, il y aura également des gens qui vont nous remplacer pour poursuivre la lutte. Cette exposition photo entre dans le cadre de la commémoration des 20 ans de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons. Elle se tient du 10 décembre 2018 au 3 janvier 2019 dans l'enceinte de la Bourse du Travail. Le RENLAC ajoute un instrument de plus dans son arsenal de lutte contre la corruption. Il s'agit d'une plateforme numérique appelée VNEM Anticorruption. On peut y faire des dénonciations, mais pas que. On pourra y trouver des informations sur le budget ou encore des textes de loi qui régissent plusieurs secteurs d'activité. Rémi Lambert-Lébier. De l'appel téléphonique à une plateforme numérique, le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, se dote d'un outil moderne dans la lutte contre la corruption. Dénommée VNEM Anticorruption, cette plateforme lancée ce 7 décembre vient, selon le RENLAC, combler un vide dans les dispositifs mis en place pour lutter contre la corruption. 3 contraintes majeures sur lesquelles nous devons urgemment agir ont été identifiées. Ce sont la faiblesse du dispositif organisationnel de la participation citoyenne à la lutte contre la corruption, l'insuffisance des mesures administratives en réponse aux cas de dénonciation et de saisine administrative, et enfin, l'absence d'interface numérique spécialisée pour faciliter et coordonner l'accès à l'information budgétaire et à de bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption. Téléchargeable sur les téléphones mobiles, VNEM Anticorruption se présente comme un espace plus élargi offert au public pour interagir sur les questions de corruption. Plusieurs fenêtres sont accessibles sur cette plateforme. De la dénonciation à la promotion des bonnes pratiques, VNEM Anticorruption est aussi un outil d'information et de consultation mis à la disposition de ses utilisateurs. L'interface dispose donc de portails variés permettant de disposer de tous les documents pertinents relatifs à la transparence budgétaire, textes de loi, politique, codes, etc. et à la lutte contre la corruption. Si cette plateforme vient faciliter la dénonciation des faits de corruption, plus d'un s'inquiète quand même sur son éventuel mauvais usage par des individus mal intentionnés. Il y a des inquiétudes légitimes. Tout outil numérique que vous mettez en place appelle justement à une réflexion. Parce que nous sommes dans un domaine qui est l'Internet et dont on n'a pas forcément la totale maîtrise. Mais nous pouvons rassurer que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires, à notre niveau en tout cas, pour garantir la sécurité et l'anonymat de ceux qui utilisent la plateforme. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, nous avons pris sur nous, en tout cas, de prendre toutes les dispositions pour également éviter qu'il y ait des dénonciations calomnieuses sur la plateforme, que la plateforme ne soit utilisée en tout cas par des gens pour des règlements de compte personnels. C'est pour ça que toute chose que vous publiez sur la plateforme ne peut apparaître sur la plateforme qu'après avoir été validée par un administrateur. Et l'administrateur, c'est quelqu'un aussi qui est un habitué de ces questions-là et qui peut déceler des failles ici et là. La plateforme VNEM Anticorruption a été élaborée en collaboration avec le CIFOWeb et découle d'un projet financé par l'Union européenne pour une durée de 3 ans.
Les groupes d'autodéfense ou initiatives locales de sécurité constituent un maillon important dans la sécurisation des populations. Voilà les conclusions d'une enquête réalisée dans 13 communes du Burkina Faso. Enquête menée dans le cadre d'une étude sur la sécurité par le bas, dont le rapport a été présenté ce 12 décembre. Sandrine Zougouri. On écoute et on prend surtout des notes. Ces hommes et femmes ainsi que certains représentants des forces de l'ordre et de défense portent leur attention sur la présentation du rapport de l'étude sur la sécurité par le bas. La sécurité par le bas, c'est-à-dire que c'est comment est-ce que le citoyen lambda voit la problématique de sécurité. Alors vous êtes allé dans certains pays, pendant que ailleurs, dans certaines régions, pendant qu'ailleurs on crée terrorisme, alors la personne dit, ben moi, c'est comment manger matin, midi, soir. Et comment est-ce que je vais gérer la question donc, de la parcelle sur laquelle je vis. Alors c'est ça mon problème d'insécurité. C'est-à-dire c'est une sécurité qui ne tient pas compte des discours officiels. Cette étude vient faire une anthropologie des défis de sécurité au niveau local, des recherches qui contribueront au processus de renforcement des perspectives locales et des initiatives citoyennes liées à la sécurité. La commune est une opportunité pour lutter contre l'insécurité. Et la commune aussi constitue une menace. Lorsque vous voyez les attaques terroristes, ça commence souvent au niveau des communes. On a des conseillers même qui ont été impliqués donc, dans des questions d'attaques terroristes, etc. Donc il faut arriver à mettre l'accent sur la commune, la formation des conseillers, la formation, donc l'emploi des jeunes dans les communes. Il y a aussi la question des forces de l'ordre et de sécurité. Parce qu'il est ressorti que les populations estiment que ce sont les structures qui sont les plus habilitées à pouvoir assurer la sécurité humaine, etc. Mais il y a aussi des récriminations contre des exactions, contre le fait qu'il y a souvent des délits de faciès et des répressions qui ne sont pas bien expliquées. Cette enquête a également porté sur les relations entre Koroluego, Rouga et Dozo. Pour ces experts, le gouvernement doit maximiser sur la formation de ces groupes d'autodéfense qu'ils considèrent comme des soutiens importants dans la sécurisation de populations. Nous, on a vu les Koroluego, on a vu les Dozo qui sont culturellement ancrés dans des sociétés, de certaines sociétés depuis la nuit des temps, parce que ça date depuis l'époque de Sundiata éventuellement. Et il y a les Rouga qui sont nés actuellement, qui depuis 2016, on commence à voir les Rouga, qui sont des organisations de bergers peuls pour protéger donc le bétail. Et on a vu que les Rouga, là où ça naît, c'est qu'il y a eu des Koroluego. Donc ça suit les traces des Koroluego, cela suppose qu'il y a un problème. Alors donc si on ne regarde pas cette problématique avec beaucoup plus de sérieux, faire en sorte que l'on puisse les impliquer dans une sorte de police de proximité, sans pour autant leur donner la même capacité d'intervention que les forces républicaines de défense, et je crois que ça va être bien. Menée dans 13 communes du Burkina Faso, cette étude a été commanditée par l'Institut des sciences des sociétés en collaboration avec l'ambassade de Suède. Elle est la première d'une série d'études annuelles dans le cadre du programme de recherche Le Burkina Faso vu par le bas. Un programme dont l'objectif est de soutenir et renforcer les capacités stratégiques d'analyse et de planification à travers des enquêtes sur le leadership et l'inclusion sociale. La délégation consulaire régionale du Centre-Sud dispose désormais d'un siège au diapason de ses ambitions d'un coût d'environ 300 millions de francs CFA. Financé par la Chambre de commerce et d'industrie, il a été inauguré le 10 décembre dernier. Mamounata Kabore. Une année après le lancement officiel des activités de la délégation consulaire régionale du Centre-Sud, elle a désormais un siège flambant neuf à Manga. C'est un siège qui se veut le symbole de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, à mieux œuvrer pour l'émergence d'un secteur privé dynamique dans la région. À travers l'inauguration découle donc des programmes. Le plan de mandature que nous avons 2016-2021, qui est de doter l'ensemble des régions des délégations consulaires et également donc, des infrastructures dignes de son nom. Donc aujourd'hui, je suis ravi, satisfait d'avoir vu donc, la réalisation de cet édifice aujourd'hui. Nous étions dans un bâtiment qui ne nous permettait pas d'offrir en tout cas le maximum de services aux élus consulaires. Ce bâtiment que vous voyez est équipé de 2 grandes salles. Voilà, une salle de documentation et une salle de conférence.
Alors, cette salle de conférence nous permettra de mener à bien nos missions de formation, de sensibilisation, ainsi que l'autre salle pourra éventuellement nous permettre de disposer d'un centre de documentation où les acteurs économiques, les élèves et les étudiants pourront fréquenter la DCR afin de pouvoir s'informer et de mener à bien des recherches. Dynamiser le secteur privé contribuera sans doute à l'atteinte des objectifs de développement du pays et les autorités en sont fières. Vraiment, il y a de quoi être très satisfait de cette capacité de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina à relever des défis du genre que nous venons de voir réussir et relever de façon magistrale. Vous voyez la beauté du bâtiment qui constitue une infrastructure qui permet à la délégation régionale de mieux travailler, de mieux recevoir tous ceux qui veulent s'y rendre, soit pour avoir des informations, soit pour s'installer. Donc, au nom du gouvernement, des plus hautes autorités, je voudrais féliciter les autorités de la Chambre de commerce. D'un coût global d'environ 300 millions de francs CFA, la construction de ce siège a été entièrement financée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, qui n'entend pas s'arrêter là. Elle ambitionne la construction de 4 autres sièges de délégation consulaire régionale en 2019. Voilà, et pour terminer ce journal, Air Burkina qui vient de faire l'acquisition d'un nouvel avion, un Embraer 195 qui vient étoffer la modeste flotte de la compagnie. Madina Sinou. 104 sièges, dont 92 en classe économique et 12 en classe affaires. C'est le standing du nouvel avion de Air Burkina. L'acquisition de cet Embraer 195 vient porter à 2 le nombre d'avions nouvellement obtenus par la compagnie nationale pour assurer son trafic aérien. Donc je confirme que les désagréments que les passagers ont subis dans ces derniers temps, ce sera une vieille histoire. Et comme je l'ai toujours dit, on ne fait pas l'aviation avec 2 avions. Nous avons hérité du groupe Akakan de 2 avions. Aujourd'hui, nous sommes à 3 avions, peut-être 4 d'ici janvier. Et je pense que ce ne serait qu'un mauvais souvenir. Et nous allons partir d'aplomb à partir de 2019. La stratégie de reconquête de Air Burkina est pour bientôt, selon son premier responsable. Le 15 janvier 2019, le 3e Embraer 195 devrait atterrir au Burkina Faso. Passé les étapes de l'acquisition, Air Burkina entend s'attaquer à d'autres chantiers. Mais les enjeux pour Air Burkina, comme a dit monsieur le directeur du cabinet, c'est à la mise en œuvre du plan stratégique reconquête que nous allons commencer à déployer à partir de 2019. Nous avons de l'ambition. Nous allons commencer par nous renforcer sur les lignes actuelles et bien sûr avec des perspectives de déploiement sur d'autres destinations. L'Embraer 195 est un avion de ligne produit par le constructeur aéronautique brésilien Embraer. Il a effectué son premier vol en 2004 et a été certifié en 2006. Voilà, et c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité.